Merci Madame Diallo pour cette introduction riche politiquement et sur le fond. Donc on va passer aux tables rondes. On engage cette première demi-journée qui porte sur les questions d'économie, investir et former en particulier dans les quartiers. Donc pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première table ronde Marie Leverne, qui est coprésidente des entrepreneurs du Grand Paris et qui vous présentera aussi le panel des intervenants divers qui ont plein de choses à dire. Nous enchaînerons sur un deuxième temps, une carte blanche laissée à Philippe Journeau, investisseur bien connu et partenaire de la ville, qui aura aussi des choses à dire sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être aujourd'hui à Sarcelles pour animer cette table ronde consacrée à un sujet central pour l'avenir de nos territoires et de Sarcelles en particulier, investir et former dans les quartiers prioritaires. Alors Sarcelles, vous le connaissez mieux que moi cette ville, mais c'est une ville que l'on connaît, pleine d'énergie, riche de sa jeunesse, de son tissu associatif et entrepreneurial. Alors voilà un nouvel intervenant. Je pense que vous avez la rampe derrière. Merci d'être avec nous. Elle est aussi au cœur d'enjeux majeurs, créer des opportunités économiques réelles, renforcer les compétences sur le territoire, favoriser l'accès à l'emploi et à la formation, tout en accompagnant des investissements pérennes. Alors ce sont des défis qui exigent à la fois des politiques publiques volontaristes, des partenariats solides entre l'État, les collectivités, les entreprises et la société civile, et surtout une connaissance fine des réalités locales. Alors pour en débattre, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir trois intervenants, mais quatre peut-être tout à l'heure, et j'aurai l'occasion de présenter le retardataire. Chacun a un poste clé. Corinne Delamétrie, directrice générale déléguée à la politique de la ville, à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On vous demandera tout à l'heure de présenter votre agence, parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Vous avez par ailleurs un parcours très impressionnant dans l'aménagement, le logement et la rénovation urbaine. Yvan Chetaille, vous êtes directeur territorial de la Caisse des dépôts et consignations pour la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. Alors ici, je pense que tout le monde connaît la Caisse des dépôts, cet acteur incontournable du financement public dans les territoires. Et peut-être vous pourrez nous dire comment fonctionne la Caisse des dépôts, parce que c'est intéressant de savoir que, si je ne m'abuse, beaucoup de notre épargne sert à financer, en tout cas le livret A, sert à financer ces projets. Patrick, bonjour. Oui, c'est très beau, c'est vrai. On peut le dire à chaque table ronde, c'est vrai que c'est magnifique. Patrick Toulmé, vous êtes originaire de Sarcelles, ancien délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans ces quartiers prioritaires de la ville. Vous êtes une figure de l'engagement pour la jeunesse et la formation. Alors, ensemble, nous allons essayer de mieux comprendre comment encourager l'investissement économique, développer la formation et l'apprentissage et créer des trajectoires d'avenir pour les habitants des quartiers prioritaires. Alors, Corinne, vous êtes en première ligne, finalement, de la politique de la ville à l'échelle nationale. Pour commencer cette table ronde, est-ce que vous pourriez partager votre regard sur les grands enjeux actuels dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville? Bonjour à toutes et tous. Merci d'abord pour cette invitation et vous dire aussi que je suis un tout petit peu émue parce que je suis venue dans ce lieu à titre personnel il y a presque 25 ans, quand il était alors un EHPAD, pour accompagner une personne qui était proche. Et c'est formidable de voir ce lieu revivre et la façon, on parle souvent de résilience. Là, je crois qu'on a aussi un bel exemple de ville résiliente. Donc, bravo à la ville de Sarcelles et à l'intercommunalité pour ce projet. Écoutez, les enjeux actuels, à vrai dire, ils sont assez constants dans le temps. Ils sont pas, on est sur des dynamiques qui sont qui changent pas d'année en année. Les quartiers prioritaires, de la politique de la ville, c'est 1609 quartiers aujourd'hui en France. Ça fait à peu près Hexagone et métropole, et ça représente à peu près 6 millions d'habitants. Alors vous, ici, à Sarcelles, vous avez une certaine image de la politique de la ville, mais je veux aussi le dire que la politique de la ville, c'est aussi le bassin minier dans le Nord,
avec, vous savez, les petites maisons là, collées les unes aux autres. C'est aussi Marmande dans le Gers, c'est Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, ce sont les villages de Bouéni et de Kalikeni à Mayotte. Donc voilà, c'est aussi des réalités qui sont quand même très, très diverses. Ce qui les caractérise quand même, c'est qu'ils contribuent, comme l'a dit très bien Anne-Claire Mialot, à la richesse de la nation. Mais cette richesse-là, on ne la retrouve pas dans les territoires. On ne la retrouve pas dans les quartiers. Vous aurez cet après-midi un intervenant, Ikram El Karaoui, qui a été l'auteur d'un rapport pour l'Institut Montaigne, qui rappelle quand même cette chose fondamentale. La Seine-Saint-Denis, c'est le premier département contributeur dans les comptes de la nation. C'est-à-dire que c'est celui qui cotise le plus pour les cotisations retraite, maladie, c'est-à-dire qu'il y a les travailleurs de Seine-Saint-Denis, pour le dire clairement, payent la retraite de Jocelyne et Josiane sur la Côte d'Azur. Voilà. Et ça aussi, c'est important de le rappeler. Donc, c'est le premier département contributeur dans les comptes de la nation. Mais dans les quartiers, on constate un sous-développement économique et un sous-investissement, qu'il soit public ou privé. Alors, le sous-investissement public, je vais vous donner un chiffre tout de suite parce qu'il est assez stable, là aussi, dans le temps. C'est autour de 50 € par an, par habitant, en moins dans les QPV que dans le reste de la France. Voilà. Après, vous faites les calculs, vous multipliez par le nombre d'habitants, hein, et c'est là aussi très stable dans le temps. Parfois, ça monte à 70, parfois, ça descend à 40, mais voilà, on se situe toujours dans cet étiage. Pour une raison assez simple, c'est que les communes en QPV, alors je ne vais pas faire un cours de finances locales parce que ce serait vraiment pas très sympathique pour vous, mais des bases fiscales qui sont plus faibles que la moyenne, donc des capacités financières pour la commune plus faibles, une capacité d'auto-d'investissement qui est plus faible, malgré les dotations de l'État, et je veux quand même dire, et la péréquation qui est faite, mais qui ne suffit pas à compenser en fait la faiblesse de base et intrinsèque de ces communes-là, qui font qu'elles ont une moindre capacité d'investissement, alors que les besoins des habitants sont immenses. Une population plus jeune, largement plus jeune que la moyenne nationale, donc ça veut dire des écoles, ça veut dire des crèches, ça veut dire des gymnases, ça veut dire des équipements culturels, que les besoins en transition écologique, là aussi ça a été dit par Anne-Claire Mialot, sont très importants. On sait qu'on a beaucoup de bâtis, notamment scolaires, qui sont liés aux années 60 parce que c'était 60, 70, 80, que c'était les dates de construction de ces quartiers, et qu'aujourd'hui on a un enjeu, on a un mur de la transition écologique qui est devant nous pour résorber tous ces îlots de chaleur dans les quartiers, qui ont souvent aussi, par exemple, un espace public assez généreux. C'est des quartiers qui finalement ne sont pas si denses que ça dans la moyenne, parce que justement il y a plutôt du bâti vertical, donc on a des espaces, mais qui ont été grignotés par les parkings qui sont très faiblement arborés. C'est-à-dire que là où on pourrait faire des îlots de fraîcheur, là où on pourrait faire des cours oasis, là où on pourrait avoir des espaces justement qui aident à affronter les canicules, il y a un besoin d'investissement qui est énorme sur ces espaces publics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors là-dessus, il y a un premier levier qui est la question de l'État et des dotations de l'État. Ça, c'est évident. Et le deuxième levier, comment faire parce qu'il faut aussi travailler sur l'attractivité économique de ces communes. Là aussi, je ne vais pas être trop longue, mais on a une sous-activité, un sous-investissement économique dans les QPV. On a 2 fois moins d'établissements. C'est-à-dire vous savez, quand vous vous enregistrez dans les QPV que dans les quartiers environnants, on a des chiffres d'affaires qui sont faibles. Par exemple, les commerces, on a une moyenne de chiffre d'affaires de 15 000 € par an. Et c'est vraiment très faible. On a moins de professions de santé, on a moins de commerces, on a moins de banques, on a moins d'activités. Et tout ça, ça fait effectivement de la richesse en moins et de la richesse de l'activité qui va directement, qui profite aux habitants des quartiers. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Je pense que la Banque des Territoires va y revenir beaucoup. Moi, je voudrais vous dire 2 choses. On a aujourd'hui dans le projet de loi de finances une réforme que nous avons réussi à arracher, dont j'espère qu'elle sera votée. Vraiment, je sais que nous aurons des parlementaires à nos côtés qui viendront nous soutenir, qui est la réforme qu'on appelait les exonérations fiscales et urbaines.
les fameuses zones franches urbaines qui bénéficiaient aujourd'hui à 100. On avait 100 zones franches urbaines. Dans le projet de loi de finances, ces zones franches seront élargies à tous les quartiers prioritaires de France. Concrètement, Ça veut dire que demain, quelqu'un qui crée son entreprise et qui s'implante dans les QPV, il aura pendant 5 ans une exonération complète de charges sociales et de charges fiscales. Et ensuite, c'est dégressif pendant 3 ans. Jusqu'à 50 salariés. Alors vous allez me dire, quand on sera à 50 salariés, déjà on pourra se dire qu'on sera bien. Juste un chiffre, parce qu'aujourd'hui, le premier employeur dans les QPV, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est les régies de quartier au national. Ce qui montre qu'on a vraiment, en fait, la première entreprise implantée dans les quartiers, ce sont les régies de quartier. J'adore les régies de quartier, c'est super, c'est un super outil, j'invite tout le monde à en avoir. Donc ne vous méprenez pas sur mes propos pour les régies de quartier, mais il faut vraiment qu'on arrive à convaincre tout le monde de venir investir, de venir s'implanter dans ces quartiers-là. Nous avons également, depuis quelques semaines, nous mettons en place un dispositif de soutien à l'investissement en lien avec la Caisse des dépôts. Donc je ne vais pas forcément le détailler, mais aussi pour soutenir des managers. Vous savez, ça existe, des managers de commerce qu'on a beaucoup trouvé en centre-ville pour venir faire, des gens qui vont venir faire du développement économique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Des gens qui vont être dédiés aux quartiers prioritaires pour ne faire que ça. est-ce que vous avez d'autres outils justement à votre disposition pour renforcer la coordination avec les acteurs privés? Alors, on travaille beaucoup avec nos collègues de l'USH, les bailleurs sociaux, qui sont propriétaires de beaucoup de fonciers en pied d'immeuble, et pour qui c'est aussi une difficulté. On a un sujet avec notamment ce qu'on appelle les foncières de redynamisation commerciale, qui sont beaucoup portées par la Caisse des dépôts, pour les faire intervenir dans les QPV. Ça veut dire aussi parfois des cessions de bailleurs. Enfin, c'est des montages financiers qui sont un petit peu complexes. Je voudrais un dernier levier, parce que nous sommes en train d'y travailler avec la Société des grands projets. Vous savez, les lignes 14, 15, 17, 18 dont vous entendez parler. Les futures gares. Sachez qu'il va... 19, pardon. Sachez qu'il y a aujourd'hui 33 projets de cette nature dans toute la France, que le modèle du Grand Paris va essaimer sur un horizon 2030-2035 en région. Aujourd'hui, nous avons 19 projets sur 33 qui sont validés. Ces 19 projets vont desservir près d'1 million d'habitants qui vivent en quartier prioritaire de la politique de la ville. L'accessibilité, le transport, c'est un sujet majeur et un levier majeur de développement économique et d'implantation. Dernière chose, on parle de transition écologique, on dit il faut arrêter d'étaler la ville, il faut faire la ville sur la ville. La ressource foncière, elle est dans les quartiers. C'est aussi tous les aménageurs et tous les investisseurs qui doivent comprendre qu'on a aujourd'hui une ressource qui est mobilisable et qui est disponible. Dernière chose, je suis désolée parce que je suis très, très bavarde. On a notre temps. Tout va bien. On a un programme qui vise à soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers. Parce que le développement économique, les gens qui s'implantent dans les quartiers, qui viennent installer de l'activité économique, c'est super. Mais si les habitants des quartiers, ils n'en bénéficient pas, ça a quand même moins d'intérêt. Même si c'est toujours bien, une ville qui vit avec de l'activité, avec du commerce, avec des artisans, avec des professions médicales. On a un projet qui vise à soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers, avec des fonds 450 millions d'euros d'ici à 2027, et je pense qu'on va prolonger en tout cas peut-être pas jusqu'en 2030, mais au moins 2028, pour accompagner 100 000 entrepreneurs dans les quartiers. On sait que les habitants dans les quartiers, ils ont envie de créer leur entreprise. Et c'est pas que le jeune livreur Uber à vélo. Il faut aussi qu'on sorte de... Nous, on a des exemples de très belles réussites d'entrepreneurs dans les quartiers qui manquent de réseau, qui manque de fonds, parce que quand on crée son entreprise, il faut des garanties bancaires, il faut un apport en capital, qui sans doute aussi s'empêchent. On s'empêche souvent beaucoup dans les quartiers, parfois, il y a beaucoup d'autocensure. Et donc, on les accompagne avec la Banque publique d'investissement,
on les accompagne financièrement, on les accompagne en termes de management, de coaching, de réseau, de business plan, pour aller monter leurs entreprises. Voilà. D'ici 2027, c'est 100 000 créations d'entreprises dans les quartiers par les habitants des QPV eux-mêmes. Et je le dis parce que je vois un petit peu de femmes dans la salle. Aujourd'hui, on a 60% des entrepreneurs qui sont des hommes. Donc, mesdames, on a un objectif de 50-50, de parité totale dans les projets qui seront soutenus. Donc, j'invite toutes les jeunes filles à y croire. On a décerné l'année dernière le prix Nos quartiers ont du talent à une jeune entrepreneuse qui avait même pas 30 ans, qui avait créé sa boîte dans le BTP, qui venait d'Algérie avec ses parents et qui avait 30 salariés. Voilà. Et ben, mesdames, je vous assure que le modèle de l'entrepreneur, c'est peut-être pas Elon Musk, c'est plutôt cette jeune femme dont j'ai oublié le nom et vous m'en excuserez, parce que c'est elle qui fera l'avenir de la France et pas que des QPV demain. Merci. Et on peut vous applaudir. Et je peux témoigner que c'est un très beau métier que d'entreprendre. Alors peut-être une dernière question, complètement politiquement incorrecte. Vous avez parlé du prochain budget. Évidemment, personne n'est épargné par l'instabilité qui est celle de notre pays actuellement. Et finalement, vous avez parlé de politique publique, mais comment on garantit cette stabilité dans une période d'instabilité ? Est-ce que tout ce que vous venez de nous dire, au fond, ça tient encore dans quelques mois ? Écoutez, on a un Parlement qui est en place et qui n'a pas vocation, de ce que je comprends aujourd'hui, à disparaître. Oui, bien sûr, l'instabilité, ça pèse pas que pour les quartiers, ça pèse pour tout le monde. Aujourd'hui, on est quand même sur des... sur les politiques publiques que vous menez ? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on arrive à maintenir le cap. Voilà, on arrive à maintenir le cap parce qu'on a eu des ministres aussi qui ont été très déterminés pour ça. Et je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que notre futur ministre le sera également. On a une administration qui est résiliente, qui s'adapte. Je crois que ça vaut pour les collectivités comme ça vaut pour l'État. On est tous engagés. Enfin, là, moi, je veux vraiment vous le dire. Mais on l'entend. Pour que les projets, et pour l'instant, oui, pour l'instant, on y arrive. On y arrive aussi parce qu'on a des partenaires. On a des partenaires avec nous qui y croient. On a des bailleurs qui continuent à investir, à être présents dans les quartiers. On a des opérateurs, je pense à tout le groupe de la Caisse des dépôts notamment et la Banque publique d'investissement, la Banque des territoires, sont à nos côtés. Donc oui, aujourd'hui, on arrive à garder ce cap. Ça demande une certaine détermination, mais je crois qu'on est là pour ça. Si je peux me permettre un petit complément, effectivement, pour la Banque des territoires en tout cas et la Caisse des dépôts sur ces sujets, nous on a un plan stratégique et ce plan stratégique il est pour 5 ans. Le DG a été renouvelé et quelque part il y aura une stabilité, en tout cas pour ce qui nous concerne, pour accompagner ces dispositifs. Donc tout ce qui est entrepreneuriat. Quartier 2030, où les actions de la Banque des territoires, elles sont pour le coup sécurisées à ce jour. Justement, Yvan, merci d'avoir pris la parole. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux des investissements dans les quartiers prioritaires aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que là, on est plus sur un aspect national, mais on va venir... Donc, moi j'ai une vision assez territoriale. Je suis à la direction régionale Île-de-France de la Banque des territoires. Donc, la Banque des territoires, c'est une direction de la Caisse des dépôts qui a en charge les activités d'intérêt général, et notamment autour de 2 axes stratégiques, la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale. Donc on décline ces 2 axes sur des priorités qui sont la rénovation urbaine, le logement, le développement économique, la transition, enfin, la décarbonation. Enfin, voilà, on a une quinzaine de priorités dans ce sens-là. Donc moi j'ai un regard un peu plutôt de terrain. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, faire du développement économique dans les quartiers, c'est difficile. Les investisseurs sont frileux, privés, et donc les projets qui sortent sont quand même lourds à monter. Néanmoins... Justement, oui. Parce qu'on avait dit qu'on présenterait la Caisse des dépôts et consignation. Et comment elle aide les territoires et avec quel argent ?
parce que ça Alors, c'est aussi oui. important. Alors, Qu'est-ce qui vous différencie ouais, d'un alors, investisseur privé au fond? effectivement, avant de rentrer peut-être dans le détail des projets, donc, on a 3 manières, nous, d'intervenir pour aider, pour mener ces politiques et soutien au développement du territoire. On intervient sur nos fonds propres. Donc, la Caisse des dépôts est un établissement financier qui a accumulé voilà, des fonds propres au cours de l'histoire. On a été créé en 1816, donc ça fait plus de 200 ans. Donc, et on a été au service du développement de la nation. Et on a ce patrimoine, un trésor en guerre de guerre, qui nous permet de réinvestir dans des activités d'intérêt général, en tant que sur de l'ingénierie, pour aider à la structuration des projets en amont. On soutient les collectivités locales dans leurs projets sur les rénovations urbaines, sur le développement économique. Et puis on accompagne aussi en fonds propres dans des projets d'investissement, où là, nous, on prend des participations dans des projets immobiliers notamment, mais dans des projets aussi d'infrastructures comme les énergies renouvelables, les réseaux de chaleur. Et puis, on a aussi une activité de prêteur. On prête pour financer des équipements, des investissements publics, des investissements aussi privés. Et ça, on a une ressource qui sont les fonds d'épargne. Et donc, ces fonds d'épargne, c'est le livret A, notamment. C'est le livret d'épargne populaire. Donc, c'est les épargnants français qui contribuent par leur épargne à réinvestir une partie de cet argent dans le financement du développement local, du logement social, des collectivités, des infrastructures de transport, enfin, voilà, un certain nombre de choses. Donc voilà un peu notre ressource. Elle est particulière. Donc le livret A est finalement un placement très dynamique. Et voilà, en tout cas, c'est une forme d'économie circulaire. On réemploie l'épargne des Français au service des Français de l'intérêt général. Et du coup, dans une période de crise économique, vous aussi, vous êtes impacté parce que pour le coup, je pense que peut-être que les Français ont moins tendance à épargner dans cette période. Bienvenue. Alors, c'est vrai que ça fluctue un peu, mais quelque part, il y a un équilibre. C'est-à-dire que quand le livret A baisse, la collecte des épargnants baisse, a tendance à baisser. Mais en même temps, quand on a des prêts qui sont plus intéressants, puisque les taux baissent aussi, donc on peut financer plus facilement. Et c'est tout l'art de nos collègues à la gestion du fonds d'épargne, d'arriver à maintenir cet équilibre entre collecte, entre placement, pour permettre la liquidité. Et aujourd'hui, en 200 ans, ça fonctionne et on y arrive. Donc, voilà. Alors, du coup, on en revient à vos priorités pour favoriser le développement économique et social. Nos priorités, on a 2 axes un peu d'intervention. Nous, on fait du financement de projets, donc on finance l'immobilier d'activité, les commerces. Donc on évoquait ces foncières de redynamisation. C'est un axe important aussi pour nous pour accompagner le développement économique dans les quartiers, dans les centres-villes anciens. On crée, on investit en fonds propres, donc on est toujours minoritaire dans nos investissements. On est aux côtés de porteurs privés ou publics. On crée des outils, des sociétés qui vont elles-mêmes investir. Donc on prend des participations et on va créer par exemple une foncière qui va acquérir des locaux commerciaux dans des zones en redynamisation pour essayer de diversifier l'offre ou pour lutter contre une spéculation foncière ou un réenchérissement des prix, parce que c'est aussi ça dans certains quartiers. Parfois c'est relever quelque part l'offre, la qualité de l'offre, et puis parfois c'est essayer de maintenir des commerces de proximité lorsque les prix flambent dans des quartiers à proximité, par exemple de la ville de Paris, dans des gentrifications. Donc on a par exemple en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, créé cette foncière commerce avec la ville de Saint-Denis. C'est une SEM, donc une société d'économie mixte. Donc là on est dans un partenariat public-privé, mais parfois on a des exemples de foncières où on a des partenaires plus privés. Alors, on a toujours des foncières quand même avec une ADN un peu publique, que ce soit par des SEM actionnaires, mais on a aussi des acteurs privés spécialistes du commerce qui sont à nos côtés. Et donc l'enjeu, c'est de racheter ces commerces, essayer d'y implanter des offres qualitatives qui vont tirer vers le haut et redynamiser une rue, un quartier. Voilà, c'est l'ambition en tout cas. Alors hier, le club que j'anime était avec Richard Curnier, qui est le directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires. Et il disait au fond que vous aviez beaucoup de moyens, mais que vous rencontriez aussi des difficultés à trouver des projets.
Comment vous l'expliquez? C'est quoi? Quels Oui. sont les obstacles en fait? Tout à fait, effectivement, nous, comme je le disais, on a des fonds. On peut investir, on peut financer, mais il faut trouver des porteurs de projets et les identifier. Et c'est tout l'enjeu pour nous, et notamment dans les quartiers. Donc on a cette complémentarité avec la NCT, avec la BPI, qui va soutenir les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises, qui vont s'implanter, donc ils vont avoir besoin éventuellement de locaux, et c'est ces locaux-là, nous, qu'on va pouvoir financer. Mais c'est vrai qu'il y a ce tissu-là. On finance aussi France Active, qui est un autre acteur, et c'est vrai qu'on parle des entreprises privées, des créateurs, mais aussi toutes les porteurs de projets, c'est aussi tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont importants, qu'on oublie peut-être souvent parfois, parce que c'est un tissu aussi important d'animation des quartiers, et notamment autonomie de l'économie circulaire, mais aussi les services d'aide, de soutien social. Et donc ces acteurs-là, c'est important de pouvoir les soutenir, et donc on a ces dispositifs autour de France Active qui apportent des financements. Mais c'est aussi, et là c'est un appel aussi aux collectivités qui connaissent bien aussi leur tissu local, de nous mettre en relation parfois avec des porteurs de projets. Donc c'est les acteurs de la politique de la ville. C'est aussi, et c'est là où ça va être important, je pense que c'est ces postes qui vont être créés de développement économique, parce que parfois il y a un peu ce silo entre les acteurs de la politique de la ville, les acteurs du développement économique, même dans une même ville, même nous, la BPI, la Banque des Territoires, on essaye de se parler, mais c'est pas toujours évident, le temps manque. Donc d'avoir... En fait, il manque des porteurs de projets. Il manque des porteurs de projets, et donc il faut arriver à les identifier et se parler pour essayer de structurer ça. Et peut-être question à tous les deux, quel secteur économique vous semble aujourd'hui les plus porteurs pour les territoires? Est-ce qu'il y a des projets où vous voyez que ça fonctionne, qu'il en faudrait plus, que c'est un manque pour ces quartiers en particulier? Ou est-ce que c'est très divers? Alors, il y a les manques, et puis après, il y a les projets qui fonctionnent. Aujourd'hui, on manque autour de tout ce qui est alimentation, le commerce alimentaire, parce que certains quartiers sont en train de devenir des déserts alimentaires. Vous n'allez pas être très surpris, on manque de professions médicales. C'est pas un scoop non plus, et c'est pas que les médecins, hein. Ça peut être aussi des infirmières, des dentistes, enfin toutes les professions. Après, effectivement, moi je rebondis sur les propos. Tout ce qui est autour de l'économie circulaire, on voit que aujourd'hui c'est des projets qui rencontrent leur public. Ça va être nous on travaille beaucoup avec autour de la question notamment du réemploi des déchets du bâtiment, sur même des projets autour tout ce qui est alimentation là aussi, hein, sur des projets de restauration, mais qui sont pas fast-food, hein, c'est-à-dire qui peuvent être aussi de la restauration collective, avec beaucoup de travail autour du réemploi. J'ai envie tout ce secteur-là, effectivement, en général, quand on l'implante, ça fonctionne bien. On a aussi, par exemple, des entreprises de BTP qui vont être sur du réemploi de matériaux, sur des circuits courts. Voilà, ne serait-ce que aussi les projets, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, qui sont des petites exploitations agricoles, mais qu'on arrive à réimplanter en QPV. Là encore, il faut bien avoir en tête la diversité, encore une fois, des QPV, parce que tous les QPV ne sont pas dans des zones aussi denses que Sarcelles. Mais on a des projets, effectivement, qui fonctionnent. Ça a été dit en introduction, c'est des taux de rendement qui ne peuvent pas être les taux de rendement de l'investissement immobilier classique. Voilà. Ne faut pas attendre ce qu'on appelle dans notre jargon le TRI, le taux de rendement interne à 15% avec dans les 5 ans où l'investisseur il va retrouver son argent. Voilà. Ça, il faut accepter effectivement de desserrer. La Banque des Territoires, pardon, elle investit sur combien de temps? Parce que ça, c'est important. Ce que vous dites là, le temps long, c'est combien de temps? Alors, on a un peu parfois aussi nos petites contradictions, mais on a un enjeu d'investisseur à viser, et quand on investit, il faut aussi qu'on puisse avoir de la liquidité
pour réinvestir. Donc voilà, il faut que ça tourne, il faut qu'on renouvelle le portefeuille. Donc idéalement, on investit plutôt entre 5 et 10 ans. Mais l'enjeu, c'est d'accompagner l'investissement pour qu'il soit mûr, mature, si c'est un actif, qu'il soit loué et qu'il soit finalement dans son rythme de croisière. Et là, on va chercher à sortir. Si jamais l'opportunité de sortir n'est pas là, on peut rester plus long terme. Et il y a des actifs, et notamment des actifs dans des quartiers politiques de la ville, où on peut rester longtemps. À Garges-les-Gonesse, on est dans un bâtiment de bureau dans lequel on a investi depuis 20 ans. On y est toujours. Voilà, donc on peut être sur le long terme aussi. Alors Yvan, est-ce que, parce que là, c'est très concret, mais en même temps, peut-être pas assez ciblé. Est-ce que vous avez un exemple où la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, a accompagné un projet, par exemple à Sarcelles? Alors, à Sarcelles, on a un exemple concret sur du financement, c'est le centre commercial des Flanades. Donc, il y a un investisseur privé, propriétaire de la compagnie immobilier parisien, de l'immobilier parisien, des immeubles parisiens, pardon, qui est propriétaire de ce centre commercial et qui investit fortement pour renouveler, redynamiser ce centre commercial. Et nous, on a apporté un financement sur fonds d'épargne, un PRU, qui est sur du long terme et qui lui permet d'avoir un taux aussi aujourd'hui plutôt intéressant et qui facilite son investissement. Donc ça, voilà, je pense que c'est important. Il ne faut pas non plus avoir quelque part, quand un investisseur privé investit, je pense qu'on a une vocation, nous, à l'accompagner. Voilà, c'est un peu notre logique. Ça peut être parfois une initiative plutôt publique, parfois privée. Et donc, sur le centre des commerciaux des Flanades, avec le soutien de la ville, et c'est important, puisque la ville a garanti une partie de ce prêt, puisque les fonds d'épargne doivent être garantis à 100%. Donc, et moi, je voudrais dire que ces projets, dans les quartiers, ils fonctionnent quand il y a une coopération optimale entre tous les acteurs, le privé, le public, les acteurs institutionnels, un peu comme la Caisse des dépôts à la frontière, quand on a de la subvention parfois, quand on a peut-être des aides fiscales, quand on a un terrain qui est peut-être mis à disposition dans des conditions plus faciles, quand la collectivité décide de prendre une partie des commerces, des surfaces, ce qui permet aussi de rentabiliser l'occupation. Voilà. Et cette coopération, elle est essentielle. Dans les projets que j'ai en tête qui réussissent, en tout cas, c'est la recette. On a le projet des ateliers d'hydro à Pantin, où on a là un bail amphithéotique, donc une propriété de la collectivité, le PT Est Ensemble, qui a mis à disposition ce foncier dans des conditions plutôt avantageuses, avec une redevance sur très long terme, 60 ans, qui a permis à un groupement composé de la Caisse des dépôts et de la RIVP, donc une SEM publique, une SEM, c'est un établissement parisien, d'investir, de rénover une friche qui était vraiment en état de limite de démolition. Mais donc là, on a fait de la sobriété foncière, on a réinstruit, et pour accueillir des activités locales, de l'économie un peu sociale et solidaire aussi, mais aussi des entreprises autour de l'éco-construction et aussi des bureaux. Voilà, donc c'est plutôt ce schéma-là, moi, que j'ai envie de reproduire dans les quartiers. Et c'est vrai que le rôle de la collectivité est important, parce qu'elle apporte aussi un accompagnement dans la commercialisation. Et nous, on fait nos efforts en tant qu'investisseurs là-dessus. Merci. Je me tourne vers Patrick. Vous avez porté la cause de l'apprentissage dans les quartiers pendant plusieurs années. Quel constat vous en tirez aujourd'hui? Vous avez un petit micro. Ah, vous ne souhaitez pas? Alors, juste un test. Vous entendez en haut? Non. Vous voyez, vous avez de la voix, mais pas suffisamment pour le dernier rang. Sarcelles, ça fait 70 ans. Je suis un vieux con, dont j'en fais partie. Et très fier d'être là. J'adore cette ville. Alors, je suis désolé, j'ai pris des notes parce que j'étais à l'hôpital. Je ne pouvais plus bouger. J'ai tout perdu. J'avais plus de voix. J'ai tout récupéré. J'ai un homme, c'est le président. Je suis désolé, je m'emmerde. Donc, je suis désolé. Je n'avais pas prévu qu'il y avait un téléphone. Fermez-le. Voilà.
J'ai pris des notes parce que justement, je veux pas tout gâcher. Moi, j'étais de métier en Seine-Saint-Denis, je suis prothésiste dentaire. J'ai 6 personnes pour travailler avec moi. J'étais à Pierrefitte, mais j'habitais à Sarcelles, toujours. Et j'étais en Seine-Saint-Denis, j'étais 24 métiers. J'étais heureux là-bas parce que j'ai fait 15 années. Je me suis occupé des jeunes. Je vais juste te citer ce que j'ai fait dans ma vie récemment. Le Congo, les jeunes, pour les aider, pour les voitures. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, l'Arabie Saoudite, l'Arménie, que j'aime beaucoup, cher monsieur, l'Arménie, la Chine, Taïwan, Vietnam. Voilà ces pays où je suis allé pour les jeunes, pour aider les jeunes. Je vais dire que j'ai qu'un homme derrière moi, c'est le président, parce que c'est mon boulot. Je n'ai pas de théorie en général, j'occupe les jeunes. J'ai lancé de la Formule 1 pour les jeunes, F1, 1500 jeunes en France, et il en sort à chaque fois 2 par mois, ça fait 3 ans. Je me suis cassé pour qu'on gagne pour ces jeunes-là. Voilà, la Formule 1, c'est pas évident. Les poubelles, j'ai lancé une lanceuse, j'ai du mal à parler parce que c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que 50 jeunes sont venus, c'était 50 Africains, j'étais heureux, content parce qu'ils étaient tous cravates, ils étaient très classe pour venir parce qu'ils bossaient 6 mois chez eux. Moi, mon truc, mon but, je suis content, je suis Simone Veil, j'étais ami avec Antoine, que j'ai eu beaucoup de peine ici, mais elle, avec qui j'ai fait beaucoup de travail. Et j'ai qu'une chose, c'est d'aider les jeunes. Donc pas fait de cinéma, j'ai pas le temps à raconter des conneries en général. Je fais les jeunes. Je construis. Moi, monsieur le maire, mon plaisir, c'est de reconstruire quelqu'un, un métier ici. Que ce soit la coiffure, que ce soit ce que vous voulez, le pain, très important, parce que je l'ai fait, vous voyez, pendant 15 ans, et ça a marché très bien. Les jeunes, je les ai aidés. Donc voilà, alors je suis désolé parce que c'est pas facile pour moi pour parler parce que j'avais plus de voix du tout. J'étais à l'hôpital militaire qui s'est occupé de moi parce que l'accident connerie dans les cerveaux, je suis tombé d'un coup, j'avais plus de voix, plus rien. Voilà, c'était la vie et j'étais plus rien il y a 2 ans et on a mis le temps qu'un homme, c'était le président qui s'occupait de moi. Il n'y avait qu'un mec parce que tout le monde m'avait oublié. Même les ministres, j'en ai rien à faire parce qu'ils ne m'ont jamais non plus, ils n'avaient pas le temps de téléphoner, moi non plus. J'en avais qu'un, c'est le président qui m'appelait à l'hôpital. Merci pour ce témoignage, Patrick. Non, mais attendez, je sors naturellement, je suis désolé, mais il y a des choses qui doivent peut-être vous déranger. Moi, je pense qu'une seule chose, c'est d'aider les jeunes ici. Je suis ici maintenant, Sarcelles, j'y suis toujours, et je peux créer des choses, voilà. Merci à vous. Corinne, comment on peut mieux articuler les politiques d'emploi, de formation et d'économie qui sont souvent très sectorisées? Peut-être dire d'où on part. Le taux de chômage dans les QPV, le taux des jeunes, tout ça, je ne vais pas vous donner les statistiques, mais en gros, on est toujours 50% de plus que les quartiers autour. Et c'est très stable, là aussi. Le chômage monte en France, il monte dans les QPV, il baisse en France, il baisse dans les QPV. Bon. D'où on part, c'est qu'on a toujours des jeunes qui sont moins diplômés, moins qualifiés que ceux et je compare toujours avec ce qu'on appelle les unités urbaines environnantes, c'est-à-dire les quartiers par rapport à leur environnement. Parce que parfois, les comparaisons France entière, ça n'a pas tellement de sens. On a des écarts dès l'entrée du CP, et puis en fait, ces écarts-là, on les retrouve au collège, on les retrouve au lycée. Et ce qui est pour moi vraiment un point critique, c'est que ceux qui y arrivent, ceux qui vont jusqu'au lycée, ceux qui passent le bac, il y en a 1 sur 2 qui choisit un bac pro. Voilà. Alors c'est très bien, les bacs pro. C'est pas du tout moi qui vais dire le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une forme d'autocensure. On est en train d'y travailler. Alors on essaye avec les gens qui gèrent Parcoursup. En fait, on se rend compte que les lycéens qui sont issus des QPV, Parcoursup, ça leur fait tellement peur.
Alors moi je suis dedans aussi cette année, donc je comprends que ça fasse peur. Même quand on n'y est plus, ça fait peur. C'est-à-dire que finalement, ils vont s'auto-censurer, ils vont pas faire des choix ambitieux parce qu'ils pensent que de toute façon, ils vont pas y arriver. Et puis la première réponse qu'ils vont avoir, ils vont la prendre, sans attendre d'avoir les réponses des autres, parce qu'en fait, ils veulent être sûrs d'avoir quelque chose à la fin. Bon, c'est tout un processus qui fait qu'au fur et à mesure, finalement, on se restreint à l'horizon. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, c'était à Orléans, 4 jeunes filles du quartier de l'Argonne. Je leur disais, alors, quel est votre projet? Bac pro, service à la personne. Et puis, ok, mais parce que c'était votre projet, non, on nous a dit que ça, on était sûr de l'avoir. Voilà. Ça, c'est exactement le type de déterminisme contre lesquels il faut qu'on travaille avec l'éducation nationale. Parce que il y a des enfants qui, dès le début de la scolarité, ont des difficultés, c'est vrai, et des difficultés qui sont liées aussi à la maîtrise du français. Il faut aussi un petit peu dire les choses. Mais il y a aussi des enfants, des lycéens qui y arrivent, qui réussissent scolairement, mais qui ne choisissent pas les bonnes options, qui ne choisissent pas les bons lycées, et puis à la fin, qui ne font pas les bons choix en termes de filière professionnelle. Donc la première des choses, quand même, c'est que c'est toute une série de décisions tout au long du parcours scolaire, finalement, qui vous amènent dans des voies qui ne sont pas toutes des voies de garage, mais qui sont quand même des voies qui ne sont pas suffisamment ambitieuses. Voilà, pour encore une fois, pour des élèves qui le méritent et qui en ont les capacités. Ensuite, donc ça, c'est un travail qu'on doit avoir avec l'éducation nationale autour des choix et de l'accompagnement sur les parcours d'orientation. Alors, on est en train d'y travailler. On a des réunions, par exemple, avec Parcoursup. Parcoursup, vous savez, moi, en tant que mère d'élève, ça m'a... quand on vous propose de faire les choix en tant que parent, c'est 6 heures de visio. 6 heures de visio pour comprendre comment fonctionne le truc. Là, déjà, vous avez compris qu'il y a un problème. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut de l'accompagnement humain aux enfants, mais il faut de l'accompagnement humain aux familles. Et de l'accompagnement, pas des visios, pas des... Voilà, à un moment donné, il faut des gens, physiquement, qui soient à l'éducation nationale pour accompagner les familles. Et les parents, on dit qu'il faut toujours responsabiliser les parents, mais il y a aussi, n'importe quel parent a besoin, à un moment donné, d'être accompagné sur les choix de ses enfants. Il y a une question de manque de réseau après. Manque de réseau pour trouver les stages, pour trouver l'apprentissage. L'apprentissage, aujourd'hui, on arrive à peu près à avoir 7% des apprentis en France qui sont issus des QPV. C'était 2% il y a 5 ans, vous le savez. Et ça ne semble pas énorme. C'est pas énorme parce qu'en fait, dans la classe d'âge, ils sont 15%. Voilà, c'est ça. En vrai. Donc en vrai, il y a moitié moins de jeunes des QPV qui font de l'apprentissage, mais pour une raison simple, que connaît bien Patrick Toulmé parce qu'il l'a expérimenté à la Cité des métiers de Bobigny, c'est qu'en fait, ils ne trouvent pas de maître d'apprentissage. Ils ne trouvent pas d'entreprise pour les prendre en apprentissage. Ils s'inscrivent, ils vont en apprentissage, et il y en a la moitié qui sont obligés d'abandonner par manque de réseau. Donc ça, c'est aussi un travail que nous, on a à la NCT, qu'on doit aussi travailler avec France Compétences. Il y a beaucoup de débats aussi autour des aides à l'apprentissage. Alors je sais que c'est un débat, beaucoup se plaignent. Ils ont quand même été recentrés. On ne sera peut-être pas d'accord là-dessus. Mais il y a eu un recentrage à un moment donné des aides aussi pour accompagner les boursiers. C'est-à-dire à un moment donné, les enfants des familles les plus défavorisées. Moi, je pense qu'il était temps. Voilà, je vous le dis comme je le pense, parce qu'on a financé quand même, on a très bien financé pendant des années de l'apprentissage pour des gamins de Master 2 qui sortaient de la Sorbonne et de Dauphine. Bon, tant mieux pour ces jeunes-là, tant mieux pour les entreprises, mais à un moment donné, il y a quand même un recentrage sur ceux qui en ont le plus besoin. Alors comment on convainc plus d'entreprises d'accueillir des apprentis? Moi d'ailleurs, je suis chef d'entreprise comme je vous l'ai dit, et j'ai mon apprenti dans la salle que je salue. et donc comment on les convainc? Parce que moi, elle est formidable. J'étais très heureuse de l'accueillir. Mais ce n'est pas si simple, au final, de prendre un apprenti. Les raisons fiscales ne sont pas suffisantes, en somme. Alors, elles ne sont pas suffisantes. Les aides financières, c'est quand même une belle carotte. Non, je suis d'accord. Je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas suffisant pour s'investir en tant que maître de stage, parce que ça prend du temps.
Bah, Monsieur Toulmé connaît quand même très très bien ce sujet, donc je ne veux pas monopoliser la parole vis-à-vis de lui. On a une communauté qu'on a mise sur place depuis 2 ans avec France Travail qui s'appelle Les entreprises s'engagent. On a aujourd'hui 15 000 entreprises qui sont engagées pour les QPV. On vient de publier le rapport il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais être aussi assez franche. On a eu, c'est comme au Téléthon, on a eu beaucoup de promesses de dons. Et puis là, maintenant, le travail qu'on a avec ces entreprises-là, c'est de passer aux dons. C'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui disent « Ah ben, je vais prendre des stagiaires de 3e ». Nous, on leur dit « Écoutez, les stagiaires de 3e, c'est bien, mais l'apprentissage, c'est mieux. Et puis l'embauche, c'est encore mieux. » C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que, vis-à-vis de ces entreprises-là, mais ça porte ses fruits. Ce que je veux dire, c'est qu'en peu de temps, et ça, c'est un travail sur lequel aussi France Travail et Thibaut Gully, son directeur général, est extrêmement engagé. En peu de temps, on a réussi à élever aussi le niveau d'exigence. On a un sujet autour, effectivement, de l'image des jeunes dans les quartiers. C'est une question aussi de responsabilité médiatique, de l'image que renvoient les quartiers, de l'image qu'on en donne à la télévision, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Que parfois l'image aussi que renvoient les quartiers eux-mêmes, parce que j'ai eu ce débat-là la semaine dernière à Marseille en disant « Ah, il faut brûler CNews ». J'ai dit « Si vous voulez, mais CNews, c'est 300 000 spectateurs. Alors, s'il n'y avait que 300 000 personnes en France qui avaient des préjugés sur les quartiers, on serait assez contents, en fait, à vrai dire. Mais vous voyez, je vais vous donner, par exemple, les images des émeutes de 2023 à Nanterre. Et ben, à ce moment-là, ce qui tournait en boucle sur les réseaux sociaux, c'était les images des habitants de Nanterre eux-mêmes qui filmaient l'intervention de la BRI dans leur quartier. Donc en fait, vous voyez, c'est-à-dire que parfois, on reproduit soi-même des propres clichés, et ces images-là, ces vidéos-là, eh ben, elles restent. Elle reste. Ça vaut à titre individuel, ce que vous publiez sur les réseaux, ça vous marque toute votre vie. Mais ce qu'on publie sur les réseaux dans les quartiers, ça reste aussi toute la vie. Aujourd'hui, vous tapez Nanterre, première vidéo, vous allez tomber sur YouTube, c'est les images des émeutes. Il y a peut-être Or, Nanterre, c'est tout sauf ça. Il y a Vraiment. peut-être un lien aussi à faire entre ce que vous disiez, c'est-à-dire des jeunes qu'on oriente mal, qui prennent au final par peur une orientation, par peur de ne pas avoir de formation. Et on sait dans notre pays combien ça compte. Et donc, à la fin, peut-être des jeunes qui sont moins motivés par ce qu'ils font. Alors, bon, enfin, là aussi, moi, je crois que les jeunes sont très motivés, tous ceux que je rencontre, franchement. Bon, on a des propos en ce moment, être motivé par la voie qu'on nous a désignée, c'est autre chose, je trouve. Oui. Je crois qu'il y a un phénomène, on a aussi un discours public en ce moment au niveau national qui est un peu dévalorisant sur notre jeunesse, il faut aussi parfois le dire. Donc je pense que c'est aussi la question de... On doit collectivement aussi lutter contre ces discours-là qui sont parfois stigmatisants, mais qui sont aussi parfois autoproduits. C'est ça que je veux dire. On doit mettre en avant les images de réussite. On a beaucoup cité Ousmane Dembélé qui retourne dans son quartier de la Malène à Évreux. Mais bon, très bien, et je sais que c'était très important pour la ville d'Évreux. Mais la réussite du quotidien, c'est pas ça. Tout le monde n'aura pas le ballon d'or. Donc il faut aussi qu'on donne au quotidien des exemples de réussite dans les quartiers. On sait que ce qui fonctionne, c'est la capacité à adhérer à un modèle qui vous ressemble. Voilà. À avoir autour de vous, dans votre entourage, dans votre quartier, parmi vos élus, des gens sur lesquels vous vous dites, bah tiens, il a réussi, je peux le faire. Bien sûr. Vous savez, alors, peut-être que le parallèle va choquer, mais au moment du procès Pénicaud, Gisèle Pénicaud, elle avait dit « Je veux que toutes les femmes victimes se disent si Madame Pénicaud peut le faire, c'est que je peux le faire. » Voilà. Pour se dire à un moment donné, bah tiens, une femme ordinaire peut le faire, je peux le faire aussi. Et je crois qu'il y a cette question d'être capable. Mais ça veut dire qu'on doit collectivement mettre en avant les réussittes. Il y a eu la semaine dernière la semaine de l'intégration. Je vous redonne la parole juste après. C'est une bonne transition pour accueillir Georges, qui est entrepreneur et acteur associatif sarcellois. Vous êtes, vous, très impliqué dans la création de synergies économiques et culturelles dans le département. Est-ce que vous avez d'abord une petite réaction sur ce que vous avez entendu sur, je sais pas moi, le développement économique, l'apprentissage, la formation. Est-ce que
Est-ce que en tant qu'acteur du territoire, comment vous réagissez à ça? Alors bonjour, moi je m'excuse un petit peu pour le retard aussi du départ. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Georges Aramis, je suis entrepreneur déjà dans le Val d'Oise et je suis aussi président du parc industriel sur Sarcelles et Villiers-le-Bel. C'est la zone industrielle qui commence à Cartercache et qui va jusqu'à Total à Villiers-le-Bel. Donc très engagé dans mon département au niveau des entreprises et des collectivités. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, j'ai entendu parler sur les formations, les universités, etc. Mais même si ce n'est pas trop le but de la table ronde aujourd'hui, on a une problématique aussi dans nos quartiers, c'est un peu les jeunes qui ont pris une habitude à avoir de l'argent facile. Donc, et cela, que vous le vouliez ou non, même si vous les formez, même si vous leur donnez tous les chemins, etc., toutes les mises à disposition, quand on veut que de l'argent facile, on n'aura pas de solution. C'est pas possible, même si c'est l'université, même si c'est les subventions, même si c'est les associations, il n'y a rien à faire. Après, pour ceux qui sont, il y a d'autres modèles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui nous ressemblent pour certains et qui veulent réussir, qui veulent du changement, qui pensent et qui savent que c'est possible, même si on vient des quartiers. Et ben pour eux, je pense qu'on peut mettre tout à disposition pour que ça marche. Et en général, ça marche. Il n'y a pas de souci. Vous disiez la force de l'exemple. Quand même, c'est important pour donner envie à cette jeunesse, comme vous le disiez, de ne pas sombrer vers l'argent facile, on va dire ça pudiquement. Mais du coup, vous qui êtes acteur économique, quel rôle les réseaux économiques locaux peuvent jouer dans l'insertion professionnelle? Est-ce que vous avez des exemples très concrets d'exemples en fait, de réussite de jeunes que vous avez vus dans votre entreprise, dans votre réseau d'entreprise? Après, des exemples, il y en a beaucoup, hein, pas que dans mon entreprise bien, et moi, il y en a beaucoup. mais dans chaque entreprise, dans chaque ville, il y a beaucoup d'exemples de jeunes qui ont commencé tout en bas de l'échelle et qui ont réussi. Elle a cité le footballeur tout à l'heure pour d'autres villes, mais c'est pareil, on a des grands sportifs qui sont sortis de nos villes, on a des gens aujourd'hui qui étudient et qui font de très bons résultats au niveau national. Après, je pense que le tout, c'est de mélanger un petit peu, de décloisonner un petit peu ce qu'on fait, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit la vie associative ou que ce soit les associations, et de créer un peu plus de proximité et de confiance entre nous. Bon, le maire le fait déjà très bien ici, mais de continuer à le faire ici et pour plein d'autres villes. Et quand il y a un projet, je pense qu'il faut le faire dès le départ avec tout le monde. Dès le départ. Pas on a construit, on est arrivé à la fin et après on dit aux jeunes, par exemple, est-ce que ça t'intéresse aussi? Dès le départ, on met tout le monde sur la table ronde, que ce soit les associations, l'administration ou les entrepreneurs. Est-ce que justement vous avez un exemple de projet réussi à partager dans le sens que vous venez d'indiquer? Comme ça de tête, il y en a, mais ils ne sont pas de Sarcelles. C'est sur d'autres villes, mais je pense qu'il y en a beaucoup à Sarcelles aussi qui ne viennent pas à l'esprit comme ça tout de suite. Mais quand tout le monde commence en même temps sur la table ronde, que ce soit l'entreprise et la ville et l'association et les jeunes qu'on va mettre en avant, je pense que ça marche bien. D'accord. Et donc vous êtes président d'une association. Comment vous faites fonctionner votre association avec les entreprises? Quel est son but? En fait, nous, l'objectif, c'est de réunir toutes les entreprises du secteur. D'accord. Et de créer des synergies entre elles déjà, pour qu'elles se connaissent et qu'elles puissent bosser ensemble, parce que des fois, on a un imprimeur dans le parc industriel qui va aller, qui a des clients de toute l'Île-de-France, mais qui n'en a pas de Sarcelles. Oui. Et même des entreprises de Sarcelles ne savent pas qu'il y a un imprimeur à Sarcelles, et pour plein d'autres domaines. Hein. Donc l'essentiel, c'est de créer comme ça des liens entre elles. Et aussi, on organise tous les trimestres une visite d'entreprise pour faire visiter à toutes les entreprises l'entreprise qu'on choisit. Et aussi, aujourd'hui, moi, je vais changer un peu le modèle, mais j'inclus aussi les collectivités, les associations, la mairie. On a eu le cas en début d'année. La présidente du département était venue visiter une entreprise industrielle. Le maire était présent aussi. Et on avait invité plein d'acteurs économiques du local. Et qu'on ne le fasse pas qu'entre nous. Et après avoir fait ce lien entre toutes les entreprises, on essaye aussi d'apporter des services. Par exemple, des services, lorsqu'il y a une entreprise qui est dans la zone industrielle, qui a besoin d'un souci, qui a besoin
qui a un problème ou quoi que ce soit, on essaie d'intervenir auprès d'elle, que ce soit au niveau des collectivités, au niveau de la police, etc., s'il peut y avoir des problématiques. Et on fait aussi un gros travail sur la sécurisation aujourd'hui du parc industriel. D'accord. On a fait plusieurs réunions avec l'agglomération en mairie. Et Est-ce que vous avez un travail commun entre ces entreprises sur justement les sujets qu'on vient d'aborder, la formation, l'apprentissage? Est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce que vous avez des objectifs en la matière? Enfin, des objectifs partagés au niveau de l'association. Bien sûr, On bien a sûr. tous des objectifs en tant qu'entrepreneur. on a mis en place un système maintenant pour tous les adhérents de l'association. Ils ont accès à des formations justement, que ce soit pour leurs cadres, que ce soit pour leurs salariés, etc. Et on met en avant, même pour les dirigeants d'entreprise, on leur met à disposition des formations. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, on travaille avec la Chambre de commerce directement, qui ont du monde qui est spécialisé dans ça. Et par exemple, pour le patron, on va lui mettre une formation sur l'intelligence artificielle, pour l'actualiser un petit peu sur le monde d'aujourd'hui. Pour les cadres, on va mettre d'autres types de formations. Pour les salariés, et on en fait 3 ou 4 par an, justement, des formations comme ça. Et tous ceux qui sont adhérents dans l'association ont accès à cette formation. Merci beaucoup pour votre témoignage. Yvan, comment on peut mieux associer justement ces entreprises locales aux projets structurants que vous financez, vous? C'est justement la réflexion que je me faisais en écoutant M. Yaramis, c'est que voilà, nous, on est friands de rencontres d'acteurs comme vous. Enfin, alors la Banque des Territoires, elle a des moyens, elle peut aider des projets, financer de l'ingénierie. Et parfois, on est... mon équipe, on est 6 sur le département du Seine-Saint-Denis-Val d'Oise, donc on n'a pas la capacité à se démultiplier et rencontrer tout le monde. Mais pouvoir être mis en contact avec un représentant de tout un parc d'activités qui a peut-être des enjeux de rénovation de son bâti, peut-être de densification, de démolition, enfin voilà, je ne sais pas, on peut imaginer ce genre de choses, ou d'extension, mais pas les fonds propres disponibles, ou parce qu'ils ont peu de fonds propres à mettre dans l'immobilier, mais ils préfèrent le mettre dans leur activité. Voilà, ça vaut toujours la peine d'échanger, même 1 heure là-dessus, réexpliquer ce qu'on fait, et il y aura peut-être une piste et un projet qui donnera lieu après, derrière, une réussite. Enfin, voilà, c'est très concret, merci. Alors pour conclure, je me tourne vers les 4 intervenants en vous demandant s'il y avait une action prioritaire à mettre en place pour renforcer l'investissement et la formation dans ces quartiers prioritaires, ce serait quoi? Écoutez, moi, qu'une seule solution. Enfin, c'est le bonheur, c'est d'aider un jeune. Vous savez, j'ai aidé des paumés. J'imagine. Qui n'avaient rien, que j'ai aidé. J'ai 24 métiers en Seine-Saint-Denis. J'avais quelques-uns métiers. J'en avais perdu. Même chez moi, j'en ai pris chez moi. C'est ça l'intérêt. Un jeune, c'est de l'aider. Il est perdu, il n'y arrive pas, il n'a pas l'argent, pas les moyens. Aide-le. Fais ton boulot. Et il réussit. C'est ça qui est important aujourd'hui. On a beau raconter tout ce qu'on veut, je veux dire. La seule pratique, c'est... J'en parle des fois avec monsieur le maire, des fois, c'est la même chose, c'est passer aux jeunes. Si on est d'accord là-dessus. C'est un site, c'est ça, c'est chercher à les aider. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est d'accord sur le bonheur. Ça, allez-y. Moi, je crois qu'il faut quand même rappeler à tout le monde que, pour rebondir sur ce que vous disiez, les concurrences, que oui, on peut gagner beaucoup d'argent très vite, mais que c'est une carrière très courte et qu'il n'y a aucun espoir que ça finisse bien. Voilà. Parce que tous ces jeunes-là, il faut évidemment que c'est tentant. Et puis surtout, parfois, ils n'ont surtout pas très de choix, en fait, en vrai. Mais que ça n'a aucun espoir que ça finisse bien. C'est-à-dire qu'au mieux, c'est un passage en prison. Sinon, c'est une jambe en moins. Et puis sinon, c'est la vie en moins. Voilà. Donc, il faut aussi leur rappeler que le diplôme, quoi qu'on fasse, on est dans un pays, ça reste la meilleure façon d'accéder à un emploi. Voilà. On dit, l'école, elle ne vaut plus rien, l'éducation nationale, tout ça. Toutes les études le montrent, l'accès à un diplôme, c'est la meilleure façon d'accéder à un emploi. L'emploi, c'est le salaire, ou l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent entreprendre, mais je veux dire, gagner sa vie, c'est juste pouvoir en être le maître. Voilà. Ça veut dire être autonome.
être autonome dans ses choix de vie. Pour une femme, si elle veut divorcer, eh ben, il faut qu'elle ait un salaire. Voilà, par exemple. Vous savez, on a des jeunes, j'y pense toujours, parce qu'il y a des jeunes, ils débutent, ils sont perdus. Et en fin de compte, ils sortent aujourd'hui, professionnels, partent aux États-Unis, en Algérie, sont en train de travailler, parce qu'ils ont marché. Ils étaient en Seine-Saint-Denis, ils étaient là, perdus au départ. Mais j'ai des artistes qui sont dans tout ça, sur le nom que je connais. Donc je crois vraiment que quand même la question de l'éducation vis-à-vis de la jeunesse, ça reste fondamental. Voilà, il faut quand même toujours rappeler, parce que les statistiques sont quand même, nous disent clairement la réalité. Voilà, il ne faut pas décrocher. Je sais que c'est dur, et donc il faut que nous aussi, on travaille mieux avec l'éducation nationale, ça c'est clair, qu'on a aussi notre part à prendre du côté de l'État. Il faut aussi avoir des dispositifs, effectivement, qui les raccrochent. Il ne faut plus qu'on se satisfasse d'avoir presque 200 000 décrocheurs en France, quasiment tous les ans, qui sortent du système scolaire. Et donc il faut aussi qu'on ait des dispositifs. On a beaucoup de fonds européens, qui sont disponibles, notamment je pense au Fonds social européen sur ces sujets-là. Donc voilà, on a plein d'outils, je crois que ça a été dit, sur accompagner, donner des prêts, aider à trouver des apprentissages, trouver des locaux, tout ça on les a. Mais il faut vraiment qu'on garde quand même à l'idée que la question du parcours de formation, ça reste indispensable. Pourquoi, madame, Merci. pourquoi on ne peut pas lancer ici à Sarcelles? Voilà. On sort, on veut monter la boucherie par exemple, n'importe quel métier, cheveux, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme métier aujourd'hui à Sarcelles? Malheureusement, ce n'est pas de sa faute. Je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire que moi, je les ai connus pendant 15 ans là-bas en Seine-Saint-Denis. Mais on peut créer une formation professionnelle ici. C'est faisable. Le pain, ben voilà, on en trouve un ici en Seine-Saint-Denis. À Sarcelles, on peut trouver. Bien sûr, bien sûr. Mais on parlait tout à l'heure des commerces de proximité et alimentaires. C'est ce qui fait vivre tous les jeunes, parce que bien souvent, ils sont perdus aussi. Ils cherchent. Ils ne veulent pas aller, ils veulent changer de la ville, etc. Je suis embêté pour parler, parce que c'est toujours délicat, parce que j'ai toujours du mal, moi, à parler, parce que je ne peux pas rattraper la parole que j'avais à l'époque, parce que malheureusement... Mais en attendant, j'ai qu'une solution, c'est on va refaire une école ici, essayer de créer quelque chose pour les jeunes, voilà, que ce soit le pain, que ce soit autre chose. Il faut qu'on trouve les fait trouver, les fait bosser, c'est tout, les aider. C'est très clair, merci. Georges, alors une action prioritaire pour vous? Moi, je pense que, pour moi, parce que c'est vrai, ils ont raison aussi, ce qu'ils ont dit que ce soit sur le pain, etc. Mais moi, je veux pas parler comme ça parce que je suis plus jeune, mais il y a un vrai décalage aujourd'hui entre la génération qui vient et ce que nous, on recherchait avant. Les gens, aujourd'hui, ils ne se contentent plus de vendre du pain ou de faire de la peinture. Vraiment, ils sont, à cause, bien sûr, des réseaux sociaux, à cause du monde dans lequel on vit qui va très, très vite et les gens, ils gagnent de l'argent n'importe comment. On peut être diplômé de Bac+5 et ne pas gagner de l'argent comme une personne de télé-réalité aujourd'hui, tellement c'est devenu du grand n'importe quoi. Mais je pense qu'au contraire, il faut aller dans le sens de ces jeunes-là. Si c'est les réseaux sociaux qui veulent ou si c'est l'intelligence artificielle qui veulent, essayer de leur apprendre et les former dans ce domaine-là, en disant vous aimez l'intelligence artificielle, vous aimez les réseaux sociaux, il y a ça à faire, vous pouvez vendre des produits, je ne sais pas, hein, je dis au hasard comme ça parce que je ne le fais pas, mais essayer d'aller un peu dans leur sens pour qu'ils restent un peu dans leur zone de confort aussi dans ce domaine-là, parce que leur génération est devenue comme ça. Et si eux, ils vont jamais s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter à eux. Moi, je pense, hein, on n'aura pas le choix, sinon on va être décalé. Et concernant une idée qu'il peut avoir, pour moi, aujourd'hui, quand il y a un projet qui se fait localement, si on met les associations ou les jeunes ou l'entreprise et la mairie qui fait un projet en commun, tous ensemble dès le début sur la même table, mais comme des partenaires et non pas un jeune ou une association comme un prestataire, je pense que ça fait de très très beaux cocktails. Mais les voir un peu comme des partenaires et pas comme des prestataires. Parce que des prestataires, ils viennent faire leur rôle, ils partent, ils pensent que c'est juste une association qui doit faire son job et partir. Mais si on les met en partenaire,
ils voient le projet autrement. Pour eux aussi, ça devient... Ça devient leur projet. Voilà. Merci. S'il y avait une mesure, donc une action prioritaire, Yvan, à mettre en place pour renforcer l'investissement sur les territoires? En y réfléchissant, là, en même temps, pendant cet échange, moi je me dis que la connaissance du tissu local, elle est essentielle pour pouvoir ensuite faire émerger ces initiatives, parce que dans les quartiers, il y en a, on sait, les études le prouvent, hein, il y a des talents, mais il faut arriver à les aiguiller, les connaître, les aiguiller vers les bons interlocuteurs, les institutionnels comme nous, les entreprises. Il y a des acteurs, à Sarcelles, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui investissent. Par contre, est-ce qu'ils savent qu'on peut les aider pour investir à tel endroit ou qui peuvent être utiles pour faire émerger un projet parce qu'ils ont une expérience, un peu de fonds propres. Et ça, cette mise en synergie et en partenariat, je pense que c'est essentiel. Il faut arriver, voilà, faire émerger ça. Merci, ce sera le mot de la fin. On avait un quart d'heure de retard. On l'a conservé, mais on ne l'a pas accentué. Merci à vous. Merci Yvan, merci Corinne, merci Georges.